Il entra dans l'hôpital militaire bondé comme s'il était chez lui. Son uniforme affichait clairement son grade et ses patients étaient au nombre de 0. Le commandant Brock Holloway avait l'habitude de donner des ordres et de les voir exécutés sans discussion. Alors, lorsqu'une infirmière d'âge mûr, fatiguée et aux cheveux grisonnants, lui dit de prendre un numéro et d'attendre son tour, il ne se contenta pas de se mettre en colère. Il devint cruel. Il se moqua d'elle, menaça son emploi et la traita comme de la saleté sous ses bottes. Il ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas que sous sa blouse, gravée dans sa peau, se trouvait un tatouage que seuls les survivants les plus endurcis de Fallujah reconnaissaient. Il était sur le point d'apprendre que le grade se porte sur le col, mais que l'héroïsme s'inscrit dans le sang. La pluie fouettait le verre renforcé des portes coulissantes du centre médical pour anciens combattants Oak Haven. C'était un mardi soir maussade de novembre, le genre de temps qui faisait souffrir les vieilles blessures causées par des éclats d'obus et brûler les membres fantômes. La salle d'attente était un océan de misère. Des vétérans toussants, blottis dans des manteaux usés, des familles épuisées serrant des gobelets en polystyrène remplis de café tiède, et le bip rythmique et constant des moniteurs de triage. Au milieu de ce chaos se tenait l'infirmière en chef Beatrice Connors. Beatrice avait 56 ans, mais les rides profondes autour de ses yeux et son menton carré la faisaient paraître plus âgée. Elle portait une blouse bleu marine qui avait été lavée 100 fois, et ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon sévère et pratique. Pour un observateur occasionnel, elle ressemblait à n'importe quel autre bureaucrate dans la machine sans fin du système de santé, lente, fatiguée et banale. Elle essayait actuellement de calmer M. Henderson, un vétéran du Vietnam, qui avait un flashback près des distributeurs automatiques. « Ce n'est que le tonnerre, Earl », dit Béatrice d'une voix grave et rassurante. Elle posa une main sur son épaule tremblante. « Vous êtes à Oak Haven. Vous êtes en sécurité. J'ai sécurisé le périmètre. » Earl cligna des yeux, son regard s'éclaircissant. « Vous avez sécurisé le périmètre. Vous êtes bien enfermé, » maintint-elle avec aisance. « Va t'asseoir près du radiateur. Réchauffe-toi. » Alors que Earl s'éloignait en traînant les pieds, les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement, laissant entrer une rafale de vent glacial et 3 hommes. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Le groupe était mené par le commandant Brock Holloway. C'était un homme sculpté dans le granit et l'arrogance. Son uniforme du corps des Marines était impeccable malgré le temps. Il était jeune pour son grade, peut-être la trentaine bien avancée, avec le regard perçant et prédateur d'un homme qui avait gravi les échelons en marchant sur les doigts des autres. Il était flanqué de 2 officiers plus jeunes, le lieutenant Silas et le sergent Reed. Holloway tenait une serviette ensanglantée contre son avant-bras. La blessure n'était pas grave, mais le sang avait taché sa manche impeccable, ce qui l'irritait manifestement plus que la douleur. Béatrice les regarda s'approcher de la réception. La jeune réceptionniste, une fille nommée Jenny, qui ne travaillait là que depuis 2 mois, leva les yeux, terrifiée. « J'ai besoin d'un médecin immédiatement », aboya Holloway, non pas en demandant, mais en annonçant. « Oui, monsieur », balbutia Jenny en cherchant un bloc-notes. « Si vous pouviez remplir ces formulaires, nous pourrons vous inscrire dans la file d'attente du triage. Le temps d'attente est actuellement d'environ 4 heures. » Holloway éclata d'un rire sec et sans humour. Il frappa du poing valide sur le comptoir, faisant sursauter la graffeuse. « Je ne pense pas que vous m'entendiez, ma chère. Je suis le commandant Brock Holloway. Je dois assister à une réunion au Pentagone dans 6 heures. Je ne reste pas assis dans une salle d'attente avec... » Il fit un geste vague vers la pièce remplie de vétérans toussants et boitants, mélangés à la population générale. « J'ai besoin de pointes de suture, d'un vaccin contre le tétanos et d'antibiotiques, et j'en ai besoin depuis 5 minutes. » Jenny semblait sur le point de pleurer. La salle d'attente était devenue silencieuse. Des dizaines d'yeux étaient fixés sur le commandant. Béatrice soupira. Elle ajusta ses lunettes, vérifia la poche de perfusion sur un brancard qui passait, puis se dirigea délibérément vers la réception. Sa démarche était légèrement irrégulière, un boitement qu'elle cachait généralement bien, mais le temps humide faisait hurler sa jambe gauche. Elle s'interposa entre Jenny et le commandant. « Jenny, va vérifier les signes vitaux de Mme Gable dans le lit 4, dit doucement Béatrice. Jenny s'enfuit, reconnaissante de pouvoir s'échapper. Béatrice tourna son attention vers Holloway. Elle ne le regarda pas avec admiration.
Elle le regarda par-dessus ses lunettes comme s'il était un enfant turbulent qui avait traîné de la boue sur un tapis propre. Non? Demanda-t-elle à peine penchée sur son bloc-notes. Holloway la fixa, clignant des yeux comme s'il n'arrivait pas à croire à son audace. Vous ne m'avez pas entendu? Je suis commandant dans le corps des Marines des États-Unis. Je vous ai très bien entendu, commandant, dit Béatrice d'une voix neutre. Mais à moins que cette coupure au bras n'ait sectionné une artère, ce qui n'est pas le cas, et en juger par le fait que vous criez sur mon personnel, vous êtes en code vert. Cela signifie que votre état n'est pas critique. Cela signifie que vous devez attendre. Elle pointa son stylo vers les rangées de chaises en plastique. Asseyez-vous. Nous vous appellerons. Le visage de Holloway prit une teinte cramoisie qui jurait avec son uniforme. Il se pencha par-dessus le comptoir, envahissant son espace personnel. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et la pluie. Écoutez-moi, petite gratte-papier desséchée. Holloway siffla d'une voix menaçante. Je commande un bataillon des meilleurs guerriers sur la terre de Dieu. J'ai sous mes ordres des hommes qui ont fait plus pour ce pays avant le petit déjeuner que vous n'avez fait dans toute votre misérable vie de gratte-papier. Vous allez trouver un médecin et vous allez me soigner, sinon je vous ferai perdre votre emploi. Je vous ferai nettoyer les toilettes d'un centre de détention dès demain matin. Béatrice ne broncha pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle se contenta d'examiner la coupure sur son bras. C'est une lacération, probablement causée par un morceau de métal ou de verre, diagnostiqua-t-elle calmement. Continuez à appuyer dessus. Si vous saignez à travers la serviette, venez me le dire. Sinon, asseyez-vous. Elle lui tourna le dos. C'était l'insulte ultime. Holloway se précipita, l'attrapa par l'épaule et la fit pivoter. « Ne me tournez pas le dos, rugit-il. La salle d'attente retint son souffle. Deux vétérans âgés en fauteuil roulant commencèrent à se lever, poussés par leur instinct, mais Béatrice leva la main pour les arrêter. Elle baissa les yeux vers la main de Holloway posée sur son épaule, puis leva les yeux vers lui. Son regard était glacial. « Touche-moi encore une fois, murmura Béatrice, et tu mangeras tes repas à l'aide d'une pelle. Commandant, lâchez-moi. » Pendant une seconde, la violence dans l'air était palpable. Le lieutenant Silas, debout derrière Holloway, semblait nerveux. Il s'avança et posa une main sur le dos de Holloway. « Monsieur, murmura Silas, il y a des caméras, des civils qui regardent. Asseyons-nous. » Holloway la lâcha, la poussant légèrement au passage. Il redressa sa veste, retrouvant son sang-froid, mais conservant son air narquois. « Très bien, cracha Holloway. J'attendrai, mais je vais passer un coup de fil. Vous avez terminé ici. » Il se précipita vers le coin de la salle d'attente, ses subordonnés le suivant comme des chiots nerveux. Béatrice lissa sa blouse, prit une profonde inspiration et retourna travailler. Mais la tension ne se dissipa pas. Holloway passa l'heure suivante à passer des coups de fil bruyants, clairement destinés à être entendus par Béatrice. Il se plaignait de l'incompétence et du manque de respect du personnel. Il lança des regards noirs à chaque infirmière qui passait. Béatrice l'ignora, mais elle était occupée. Les urgences manquèrent de personnel, comme d'habitude. Le Dr. Kagan était en salle d'opération avec une victime d'accident de voiture et le Dr. Ross s'occupait d'un arrêt cardiaque à l'arrière. Béatrice se retrouva donc seule à gérer le service. Elle passa d'un patient à l'autre avec une efficacité qui frisait la mécanique. Elle changea les pansements, administra des analgésiques et apaisa les craintes. Vers 22 heures, une agitation à la porte attira à nouveau l'attention de tout le monde. Les ambulanciers firent interruption en poussant leur brancard. « Nous avons un inconnu d'environ 25 ans victime d'un accident de moto !» cria le chef des ambulanciers. « Traumatisme important à la jambe droite, hémorragie artérielle, pneumothorax, il est en train de s'effondrer. » Béatrice fut là en une seconde. « Bayone, posez une perfusion. Jenny Page Ross, dites-lui de l'amener ici immédiatement. » « Ross est toujours avec le cardiaque, » s'écria Jenny. « Alors, apportez-moi le chariot d'urgence. » hurla Béatrice en courant à côté du brancard. Alors qu'il passait devant Holloway, le commandant se leva, leur bloquant le passage. « Hé !» s'écria Holloway. « J'attends depuis 1 heure. Mon bras me fait souffrir. Vous faites entrer ce moteur drogué avant moi. » Le patient sur le brancard était couvert de boue et de sang, sa veste en cuir était déchiquetée. Il haletait. Sa poitrine se soulevait de manière irrégulière. Béatrice ne ralentit même pas. Elle poussa le commandant de l'épaule, le renversant sur son siège avec une force surprenante. « Écartez-vous ou je vous renverse. »
Elle disparut derrière le rideau de la baie 1. Holloway se leva, furieux. « Ça suffit. Je vais déposer une plainte officielle immédiatement. » Il se dirigea vers le bureau des admissions, terrifiant à nouveau Jenny. À l'intérieur de la salle 1, c'était une zone de guerre. Le jeune homme allongé sur la table était en train de mourir. Le moniteur émettait un avertissement strident. Bip, 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 bip. La tension artérielle chute. 60/40, cria l'ambulancier. Nous sommes en train de le perdre. Béatrice regarda la poitrine du patient. Elle était déformée. Son poumon s'était affaissé et la pression écrasait son cœur. Il avait besoin d'un drain thoracique immédiatement, mais les médecins étaient occupés. « Où est Khan ?» demanda Béatrice d'un ton sec. « Toujours en chirurgie. » Les yeux du jeune homme se retournèrent. Il cessa de se débattre. Béatrice connaissait le protocole. Les infirmières n'étaient pas censées pratiquer des interventions chirurgicales. Cela dépassait le cadre de ses compétences dans un hôpital civil. Si elle le faisait et qu'elle échouait, elle irait en prison. Si elle le faisait et qu'elle réussissait, elle perdrait sa licence. Mais si elle ne faisait rien, le garçon mourrait dans 30 secondes. Elle regarda le bras du garçon. Au milieu des écorchures, elle vit un tatouage. « Sifi ». C'était une marine. Le visage de Béatrice se durcit. L'infirmière fatiguée d'âge moyen avait disparu. Quelque chose d'autre avait pris sa place. Quelque chose d'ancien et de dangereux. « Passez-moi le scalpel et le tube français 36. » ordonna-t-elle d'une voix qui tranchait la panique comme une lame de rasoir. « B, tu ne peux pas, » murmura Jenny, horrifiée. « Tu vas te faire virer. Je t'ai dit de me passer ce fichu scalpel, » rugit Béatrice. Jenny le chercha à tâtons et le lui tendit. Derrière le rideau, Holloway était penché sur le bureau, hurlant après le superviseur administratif qui venait de descendre. « Je veux son nom et son numéro de badge. Elle a agressé un supérieur hiérarchique », criait Holloway. Un silence soudain s'abattit sur les urgences lorsqu'un horrible son guttural retentit dans la salle Omdegué 1, le bruit d'un tube en plastique enfoncé de force dans les muscles et les côtes. Puis un sifflement puissant d'air qui s'échappe. Whoosh! Le moniteur, qui était resté inactif pendant une seconde, se mit à biper. Bip, 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 fort, régulier. Béatrice sortit de derrière le rideau 3 minutes plus tard. Ses mains étaient couvertes de sang rouge vif jusqu'aux poignets. Elle avait des éclaboussures de sang sur ses lunettes. Elle avait l'air épuisée, mais le garçon était vivant. Elle se dirigea vers l'évier près du poste des infirmières et commença à se frotter les mains. Holloway s'approcha derrière elle. Il vit le sang, il grimaça de dégoût. « Tu as enfin fini de jouer les héros avec les toxicomanes. » Holloway ricana. « Maintenant, regarde mon bras. » Il commence à enfler. Béatrice ne se retourna pas. Elle continua à se frotter les mains. L'eau devint rose en s'écoulant dans le siphon. « Ce toxicomane, » dit Béatrice doucement, « est caporal suppléant. Il est rentré chez lui la semaine dernière. Et il est en vie parce que je viens de lui faire une intervention. Tu ne saurais probablement pas l'écrire, encore moins le pratiquer. » Holloway rit. « Je t'en prie. Tu es infirmière. Tu changes les bassins hygiéniques et distribues des sucettes. Ne fais pas semblant d'être en première ligne, madame. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la vraie pression. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de tenir la vie d'un homme entre tes mains pendant que l'ennemi te tire dessus. » Il se pencha près de son oreille. « Tu es une civile. Vous êtes faible et incompétente. » Béatrice ferma le robinet. Elle se sécha les mains avec une serviette en papier, lentement, méthodiquement. Elle se tourna vers lui. « Faible, » répéta-t-elle. « Faible, » confirma Holloway. « Allez-vous me soigner ou dois-je appeler le général pour faire fermer cet endroit? »« Je vais vous soigner, » dit Béatrice. Sa voix était d'un calme terrifiant. « Venez avec moi dans la salle 3. Je vais vous recoudre pour que vous puissiez disparaître de ma vue. » Elle le conduisit dans la petite salle d'examen. Holloway s'assit sur le bord du lit, l'air satisfait. Il avait l'impression d'avoir gagné. Il avait intimidé le personnel jusqu'à ce qu'il se soumette. « Il était temps, » marmonna-t-il. Béatrice rassembla le kit de suture. Elle prépara l'aiguille. Pendant qu'elle travaillait, elle retroussa les manches de sa blouse, car il faisait chaud dans la pièce et le sang du patient précédent avait imprégné les poignets. Elle retroussa la manche droite, rien d'autre qu'une peau pâle et cicatrisée. Puis elle retroussa la manche gauche. Holloway regardait son téléphone, l'ignorant. « Assurez-vous d'utiliser une petite aiguille. Je ne veux pas de cicatrice. »« Vous survivrez, commandant, » dit Béatrice.
Elle finit de retrousser la manche gauche jusqu'à l'épaule. Holloway leva les yeux pour faire une remarque sarcastique sur sa rapidité. Son regard se posa sur son visage, puis descendit le long de son cou jusqu'à son bras gauche. Il se figea. Là, recouvrant tout le haut de son bras gauche, se trouvait un tatouage. Mais ce n'était pas un papillon, une fleur ou un cœur. C'était un motif complexe et délavé, dessiné à l'encre noire et verte. Un crâne coiffé d'un casque, barré de 2 symboles médicaux caduceus enroulés dans du fil barbelé. En dessous, en lettres gothiques grasses, étaient inscrits les mots « Premier bataillon, 8e régiment de marine, Opération Phantom Fury, Devil's Dock » et en dessous, une petite liste distincte de dates et de coordonnées. Fallujah 2004. Holloway ouvrit la bouche, Mokumtime, mais aucun son n'en sortit. Il connaissait cette unité. Tous les Marines connaissaient cette unité. La bataille de Fallujah avait été le combat urbain le plus sanglant que les Marines aient connu depuis la guerre du Vietnam. Et les médecins rattachés au 18e, ils étaient légendaires. On les appelait les Devil's Docks parce qu'ils se jetaient dans les flammes de l'enfer pour en sortir les Marines. Mais il y avait autre chose. Un petit tatouage juste en dessous du coude. Une médaille Silver Star dessinée à l'encre. Holloway la fixa du regard. Il regarda la femme aux cheveux gris qu'il venait de traiter de molle. Il regarda l'encre. Il regarda à nouveau son visage. Béatrice croisa son regard. Elle ne couvrit pas le bras. Elle enfila simplement l'aiguille. « Y a-t-il un problème, commandant? » demanda-t-elle. Holloway déglutit péniblement. « Où? Où avez-vous obtenu ça? »« Obtenu quoi? » demanda-t-elle en tamponnant son bras avec de l'iode. « Le tatouage, murmura-t-il. Le 18 Fallujah. » Béatrice baissa les yeux vers son propre bras, comme si elle avait oublié qu'il était là. « Oh, je l'ai obtenu dans un salon miteux à Ramardy il y a environ 20 ans. Ça m'a coûté un paquet de cigarettes et une bouteille de whisky. »« Tu étais à Fallujah, » dit Holloway d'une voix brisée. « J'étais rattaché à la compagnie Charlie, » répondit Béatrice, les yeux fixés sur sa blessure, les mains fermes comme des rochers. Infirmière militaire, 2004. Holloway sentit le sang se retirer de son visage. Une femme infirmière militaire rattachée à une unité d'infanterie en 2004, c'était rare, extrêmement rare. Mais être avec la 18e dans la maison de l'enfer, cela faisait d'elle une licorne dangereuse, aguerrie au combat. Mais Holloway balbutia. « Vous êtes infirmière. »« Je le suis maintenant, dit-elle. À l'époque, j'étais la seule chose qui séparait beaucoup de bons garçons de la faucheuse. » Elle lui planta l'aiguille dans la peau. Holloway ne sentit même pas la piqûre. Il était trop occupé à digérer le fait qu'il venait de dire à une récipiendaire de la Silver Star qu'elle ne savait pas ce qu'était la pression. Mais Holloway était un homme fier, et la fierté est un mécanisme de défense. Au lieu de s'excuser, son cerveau s'empressa de trouver un moyen de garder le contrôle. Ce devait être un faux. C'était ça. C'était un vol de médailles militaires. C'était une vieille dame. Il était impossible qu'elle soit de ce dock. Le vol de médailles militaires est un crime fédéral, dit soudain Holloway, sa voix retrouvant son ton tranchant. Béatrice marqua une pause. Elle leva les yeux. « Excusez-moi. Ce tatouage, Holloway, dit-il en plissant les yeux. Vous l'avez acheté. Vous pensez que ça vous donne l'air coriace. Il n'y avait pas de femmes dans les maisons de déminage de Fallujah. Vous êtes un menteur. » Béatrice le fixa longuement, dans un silence lourd. Elle posa l'aiguille. « Vous pensez que je mens? Je pense que vous êtes une imposteur, » dit Holloway, reprenant confiance. « Et je vais vous démasquer. Je vais m'assurer que tout le monde sache que l'infirmière en chef d'Oakhaven porte un tatouage qu'elle n'a pas mérité. » Béatrice soupira. C'était un son triste et fatigué. Elle fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. « Je ne voulais vraiment pas faire ça, commandant. Je voulais juste vous recoudre et rentrer chez moi retrouver mon chat. » Elle composa un numéro. Elle mit le haut-parleur. « Qui appelez-vous? » demanda Holloway. « Le Pentagone, » répondit Béatrice. « Ou plus précisément, la ligne privée du général Marcus. »« Attendez, Marcus est occupé, » marmonna-t-elle. « Le général Arthur? Non, il est à la retraite. » Elle fit défiler la liste. « Ah, le général Stone, le général Sailor Stone. » Holloway se figea. Le général Stone était le commandant du corps des Marines, le plus haut gradé des Marines aux États-Unis. « Vous ne connaissez pas le général Stone? » se moqua Holloway. Le téléphone sonna 2 fois, puis une voix grave et bourrue répondit. « Ici Stone Silas. »
C'est Béatrice, dit-elle d'un ton désinvolte. Il y eut un silence au bout du fil. Puis la voix du général changea complètement. Elle devint chaleureuse, respectueuse, voire affectueuse. B, Top Doc, c'est vous? Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis la réunion. Tout va bien? Holloway resta bouche bée. Le silence dans la salle d'examen 3 était absolu, seulement rompu par le bourdonnement des néons au plafond et la petite voix lointaine du général Silas Stone provenant du téléphone de Beatrix. Le commandant Brock Holloway resta figé. Son visage était un masque de choc pâle. L'arrogance qui l'avait blindé quelques instants auparavant s'était effondrée, remplacée par la peur primitive d'un homme réalisant qu'il venait de marcher sur une mine. B, la voix du général se fit à nouveau entendre, plus forte cette fois, teintée d'inquiétude. Vous êtes devenu silencieux. Quelque chose ne va pas? Dois-je envoyer la police militaire? Béatrice tenait le téléphone fermement, les yeux rivés sur le visage de Holloway. Elle observait les gouttes de sueur perler sur son front. Elle vit sa pomme d'Adam bouger lorsqu'il déglutit. Pas besoin de la police militaire pour l'instant. Silas, dit Béatrice d'un ton conversationnel, comme si elle discutait de la météo. Je viens de croiser l'un de vos hommes, un certain commandant Brock Holloway. Il semble penser que je me fais passer pour un héros. Il y a un silence au bout du fil, un silence lourd et dangereux. Holloway. La voix du général baissa d'une octave, perdant toute sa chaleur. Elle devint la voix de l'homme qui commandait tout le corps des Marines. Passez-le-moi. Holloway secoua frénétiquement la tête, levant les mains dans un geste pathétique de reddition. Il articula le mot « non » sans un son, ressemblant à un animal pris au piège. Béatrice ne s'y pas. Elle tendit le téléphone vers lui. « La tente commune vous a donné un ordre, commandant. » Holloway prit le téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade active. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit le laisser tomber. Il porta l'appareil à son oreille. Le général Holloway balbutia. « Monsieur, ici le commandant Holloway, je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Un malentendu? » La voix du général Stone était si forte que Béatrice pouvait l'entendre sans le haut-parleur. « Vous accusez Béatrice Connors d'avoir usurpé des honneurs militaires. Avez-vous la moindre idée de qui vous parlez, fit-on? Monsieur, elle travaille comme infirmière et elle a le tatouage de l'unité. » Holloway tenta d'expliquer, la voix faible. « Je pensais juste que vous vous trompiez. » Stone l'interrompit. Sa voix tremblait de rage contenue. Cette femme m'a sorti d'un Humvee en feu au milieu du triangle de la mort, alors que nous étions pris sous le feu de 3 directions. Elle m'a maintenu en vie pendant 6 heures, avec rien d'autre qu'un garrot de combat et une prière. Elle n'a pas seulement mérité cette médaille, Holloway. Elle a mérité le droit que vous vous mettiez au garde à vous chaque fois qu'elle entre dans une pièce. Elle a reçu la Navy Cross et la Silver Star. Elle a pris sa retraite en tant que premier maître avant de décider de servir les anciens combattants au sein du département des anciens combattants. Et vous lui avez manqué de respect. Holloway sentit ses genoux fléchir. Premier maître, Navy Cross. Il se tenait devant un morceau d'histoire vivante et il l'avait traitée comme une servante. « Monsieur, je ne savais pas, » murmura Holloway. « Je vous présente mes excuses. Je vais m'excuser auprès d'elle immédiatement. »« Vous avez intérêt, » grogna Stone. « Mais ce n'est pas tout. Je suis en train de consulter votre dossier, Holloway. Vous êtes censé être en transit depuis l'Allemagne. Pourquoi êtes-vous à l'hôpital militaire de Oak Haven au milieu de la nuit avec une blessure mineure? » Les yeux de Holloway se posèrent sur Beatrix, la panique se reflétant dans ses pupilles. « J'ai eu un accident, monsieur. Je me fais soigner avant le briefing. »« Un accident? » répéta Stone, le ton empreint de suspicion. « Remettez-moi en ligne. » Holloway rendit le téléphone à Béatrice, le visage gris. « Je suis là, Silas, » dit Béatrice. « Écoutez-moi, » dit le général d'une voix grave. « L'unité de Holloway vient de rentrer d'une opération classifiée en Syrie. Ça s'est mal passé, très mal. Nous avons perdu le contact avec l'une de ses escouades. Holloway prétend avoir été évacué prématurément en raison d'une blessure. S'il est là avec une égratignure et que mes hommes ont disparu, j'ai besoin que vous l'examiniez. Que vous l'examiniez vraiment. » Béatrix plissa les yeux. La chaleur des retrouvailles s'évanouit, remplacée par le calcul froid du médecin de combat. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Je vais jeter un œil. Transmettez mon affection à Mary. Surveillez vos arrières. Stone met en garde. Holloway est ambitieux, et les hommes ambitieux font des choses stupides lorsqu'ils sont acculés. » La ligne fut coupée. Béatrice remit le téléphone dans sa poche. Elle se tourna vers la trousse de suture,
enfila une nouvelle paire de gants et regarda Holloway. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'un patient grossier et d'une infirmière. C'était un interrogatoire. « Asseyez-vous, commandant » ordonna Béatrice. Holloway s'assit. Il ne discuta pas. Il avait l'air abattu, mais derrière cette défaite, Béatrice vit autre chose briller dans ses yeux, du désespoir, et le désespoir était dangereux. « Recousez-moi » dit Holloway d'une voix basse. « S'il vous plaît, recousez-moi pour que je puisse partir. » Béatrice rapprocha le tabouret à roulettes. Elle attrapa la bouteille de solution saline et commença à nettoyer la blessure sur son avant-bras. C'était une coupure irrégulière d'environ 7 cm, méchante mais superficielle. « Alors » dit Béatrice d'une voix faussement légère tout en irriguant la blessure. « La Syrie, un pays difficile. » Holloway tressaillit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon fils me l'a dit, mentit-elle. Il m'a dit que vous aviez été évacué prématurément. C'est dommage. Laissez vos hommes derrière vous. Je ne les ai pas abandonnés. » Holloway réagit instinctivement sur la défensive. « J'étais blessé. J'étais compromis. Le protocole stipule qu'un commandant doit être évacué s'il n'est plus en état de fonctionner. »« C'est vrai, » dit Béatrice. Elle se pencha plus près de la blessure. Le protocole. Elle prit le porte-aiguille, mais ne commença pas à recoudre. Elle fixa les bords de la coupure. « Cette coupure a quelque chose d'étrange, commandant, » murmura-t-elle. « Quoi ?» demanda Holloway. « Elle a été causée par un éclat d'obus. Un obus de mortier a touché le convoi. » Béatrice leva les yeux par-dessus ses lunettes. Les éclats d'obus déchirent. Ils lacèrent. Ils laissent des brûlures et des débris incrustés dans les tissus. C'est sale. Elle toucha le bord de la coupure avec sa pince. « C'est propre, » dit-elle froidement. « Des lignes droites, une profondeur régulière, pas de déchirure sur les bords, pas de brûlure de poudre, pas de débris. » Elle le regarda droit dans les yeux. On dirait que ça a été fait avec une lame très tranchante et très stérile, comme un couteau de combat ou un scalpel. Holloway retira brusquement son bras, le visage déformé par une grimace. « Vous me traitez encore de menteuse? »« Je vous traite de lâche, » dit Béatrice, sa voix se réduisant à un murmure. « Vous vous êtes fait ça vous-même, n'est-ce que bon? Vous vous êtes coupé le bras pour pouvoir attraper le premier oiseau hors de la zone dangereuse et laisser votre escouade pourrir. » Holloway se leva si vite que le tabouret tomba bruyamment sur le sol. Il la dominait de toute sa hauteur, les mains serrées en poing. Il avait abandonné toute prétention de civilité. Il était comme un loup acculé, prêt à montrer des crocs. « Vous n'avez aucune preuve, » siffla-t-il, « et personne ne croira une infirmière finie plutôt qu'un commandant décoré. Maintenant, finissez le travail ou je vous brise le cou. » Béatrice ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Elle avait déjà affronté des chefs de guerre et des insurgés. Un officier en sueur et menteur ne lui faisait pas peur. Mais elle savait que le général avait raison. Holloway était dangereux parce qu'il avait tout à perdre. « Asseyez-vous » répéta-t-elle d'une voix d'acier. « Je vais vous recoudre, mais ne croyez pas que c'est fini. » Holloway s'assit en respirant bruyamment. Béatrice travailla rapidement, ses mains bougeant avec la mémoire musculaire de 10 000 interventions. Elle fit 6 pointes de suture soignées dans son bras, noua le nœud et coupa le fil. « C'est fini, » dit-elle. « Ensuite, c'est le vaccin contre le tétanos. »« Laissez tomber, » dit Holloway en se levant d'un bond et en retroussant sa manche. « Je m'en vais. »« Vous devez signer les papiers de sortie, » dit Béatrice en se dirigeant vers l'ordinateur dans le coin de la pièce. « Et je dois enregistrer la cause de la blessure. Enregistrez-la comme traumatisme de combat, » ordonna Holloway en boutonnant sa veste. « Et supprimez toutes les notes sur vos théories farfelues, » tapait Béatrice sur le clavier. Elle n'effaçait rien. Elle marquait son dossier. Elle tapait « Présence du patient avec lacération incompatible avec l'historique rapporté. Blessure auto-infligée présumée pour éviter le service. Demande d'enquête immédiate. »« Je ne peux pas effacer les dossiers médicaux, commandant, » dit-elle calmement. « C'est un délit fédéral, mais je suis sûr que votre histoire résistera à un examen minutieux. » Holloway s'approcha derrière elle. Il vit le reflet de l'écran dans la porte vitrée de l'armoire. Il vit l'icône rouge. Il attrapa l'arrière de sa tête et lui cogna le visage contre le bureau. Béatrice se rattrapa avec ses mains juste avant l'impact, ses lunettes se déformant sur son visage. « Supprimez-le » hurla Holloway. « Supprimez-le maintenant » Soudain, le rideau de la baie fut déchiré. « Eh, ce n'était pas la sécurité.
C'était l'assistant du lieutenant Silas Holloway. Il était pâle et tenait un téléphone à la main. « Monsieur, arrêtez !» cria Silas. Holloway se retourna et lâcha Béatrice. « Sortez !» Silas attendant la voiture. « Monsieur, vous devez entendre ça !» dit Silas en entrant dans la pièce. Il regarda Béatrice, puis le commandant. « C'est l'équipe d'extraction. Ils ont trouvé l'escouade. » Holloway se figea. « Ils les ont trouvés. »« Tous? » ?»« Non, monsieur, » répondit Silas d'une voix tremblante. « La plupart ont été tués au combat, mais ils ont trouvé un survivant. Il a été transporté par avion à Ramstein, puis transféré ici immédiatement en raison de l'unité spécialisée dans les poumons. » Le visage de Holloway devint livide. « Ici, à Oak Haven. »« Oui, monsieur. Silas a dit qu'il venait d'atterrir. Il l'emmène en salle de traumatologie en ce moment même. » Béatrice se redressa et ajusta ses lunettes. Son esprit tournait à toute vitesse. Le jeune homme qu'elle avait sauvé plus tôt. Celui qui souffrait d'un pneumothorax sous tension. Celui qui avait un tatouage en forme de mer. « L'inconnu », murmura Béatrice. Holloway la regarda, la terreur se lisant dans ses yeux. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Holloway. « Le garçon que j'ai sauvé juste avant vous », répondit Béatrice en contournant le bureau. Poumon collapsé, écorchure. Pas de papier d'identité. Il ne venait pas d'un accident de moto, n'est-ce pas? Il venait de l'aérodrome. C'était juste un motard, insista Holloway, mais sa voix se brisa. Il portait un T-shirt, le corrigea Béatrice, qui reconstituait le puzzle dans son esprit. Mais en dessous, il avait des blessures dues à une explosion. J'ai vu les marques sur sa peau. Je l'ai soigné pour un poumon collapsé, mais je n'ai pas vérifié s'il avait des éclats d'obus parce que nous étions pressés. Elle poussa Holloway et sortit en courant de la pièce. « Attendez !» cria Holloway en la poursuivant. Béatrice sprinta dans le couloir vers l'unité de soins intensifs. Elle devait retrouver ce garçon. S'il était le survivant de l'unité de Holloway, il était le seul témoin. Il connaissait la vérité. Et si Holloway le trouvait avant elle, ce garçon ne survivrait pas à la nuit. Elle fit éruption dans l'unité de soins intensifs. Les lumières étaient tamisées. Les moniteurs émettaient des bips rythmiques. Elle trouva le lit numéro 4. Le jeune homme était intubé, sous sédatif, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à l'aide d'une machine. Béatrice saisit son dossier. Patient inconnu admis à 22,0, blessure compatible avec un impact à grande vitesse. Elle regarda le visage du garçon. Sous les ecchymoses et les gonflements, il ressemblait à un enfant, peut-être 21 ans. Béatrice Holloway fit irruption dans l'unité de soins intensifs. Le lieutenant Silas et le sergent Reed la suivaient de près. Les infirmières de nuit levèrent les yeux, alarmées. « Éloignez-vous de lui », ordonna Holloway en se dirigeant vers le lit. « C'est mon marine. Je le prends sous ma garde. Nous le transférons à Walter Reed. Il est dans un état instable, » cria Béatrice en s'interposant entre Holloway et le lit. « Si vous le déplacez maintenant, vous le tuerez. »« C'est un ordre, » rugit Holloway. « Reed, Silas, prenez le brancard. » Les deux jeunes officiers hésitèrent. Ils regardèrent le garçon relié aux machines. Ils regardèrent les infirmières terrifiées. « Monsieur, il a l'air mal en point, » dit Reed nerveusement. « On devrait peut-être attendre. »« Je vous ai donné un ordre, sergent, » hurla Holloway. « Il est témoin d'une opération classifiée. Il représente un risque pour la sécurité. On le déplace maintenant. » Holloway repoussa Béatrice avec suffisamment de force pour la faire trébucher contre un chariot d'urgence. Il attrapa les barrières du lit et débloqua les freins. « Non !» hurla Béatrice. Elle se releva précipitamment. Soudain, le garçon dans le lit bougea. Il ouvrit brusquement les yeux. Ils étaient dilatés, remplis de la terreur du champ de bataille. Il s'étouffa avec le tube d'intubation. Les alarmes du moniteur se mirent à hurler. Fréquence cardiaque élevée, pression élevée. Il vit Holloway. La main du garçon se tendit et attrapa le poignet de Holloway. C'était une prise faible, mais alimentée par de l'adrénaline pure. Le garçon fixa Holloway, et même avec le tube dans la bouche, le message était clair. Une haine pure et sans mélange. Holloway essaya de le repousser. « Lâche-moi, Marine !» Béatrice se précipita, non pas vers Holloway, mais vers les commandes de sédation. Elle devait calmer le garçon avant qu'il ne déchire ses pointes de suture ou ne fasse un AVC. « Aidez-moi » cria-t-elle aux autres infirmières. « Code gris sécurité à l'unité de soins intensifs. » Mais Holloway paniquait. Il avait vu le regard du garçon.
Il savait que si cet enfant pouvait parler, Holloway serait condamné à la prison à vie. Holloway fouilla dans sa veste. Il en sortit une seringue qu'il avait volée dans le chariot de traumatologie ouvert dans la baie 3. Il fait une crise, hurla Holloway en mentant effrontément. Je lui administre un sédatif. Ne le touchez pas, cria Béatrice. Elle vit l'étiquette sur la seringue. Succinylalcholine, un paralysant. S'il administrait cela à un patient qui avait déjà du mal à respirer, son cœur s'arrêterait en quelques secondes. Holloway leva l'aiguille vers la perfusion du garçon. Béatrice ne réfléchit pas. Elle ne calcula pas. Elle agit avec la rapidité d'une femme qui avait survécu à la bataille de Fallujah. Elle attrapa une lourde bouteille d'oxygène en métal posée près du mur. Elle la brandit comme une batte de baseball. Elle ne visa pas la tête de Holloway, ce qui l'aurait tué, mais son bras. Clang. La bouteille en acier heurta l'avant-bras de Holloway, celui qu'elle venait de recoudre. Il y eut un craquement d'os écœurant. Holloway poussa un cri aigu. La seringue lui échappa des mains et roula sur le sol carrelé. Il s'effondra à genoux, serrant son bras brisé. « Mon bras! Vous m'avez cassé le bras! » hurla Holloway. Le lieutenant Silas et le sergent Reed dégainèrent leurs armes. « Ne bougez plus! Lâchez la bouteille! » hurla Silas en pointant son pistolet sur Béatrice. Le silence se fit dans l'unité de soins intensifs. Béatrice se tenait debout au-dessus de Holloway, haletante, la bouteille d'oxygène toujours à la main. Elle regarda le canon du pistolet du lieutenant. « Posez ça, mon garçon, » dit Béatrice d'une voix tremblante mais provocante. « Regarde ce que ton commandant essayait de faire. Regarde la seringue. » Silas jeta un coup d'œil au sol. Il vit le flacon. C'est un paralysant. Béatrice a dit qu'il n'essayait pas de l'endormir. Il essayait de l'exécuter. Silas regarda Holloway qui se tordait de douleur sur le sol en pleurant. Puis il regarda le garçon dans le lit, qui les observait avec des yeux écarquillés et terrifiés. « Monsieur ?» demanda Silas, la voix tremblante. « Est-ce vrai? Elle est folle! » Holloway sanglotait. « Tirez-lui dessus. C'est un ordre. Tirez-lui dessus. » Les portes de l'unité de soins intensifs s'ouvrirent à nouveau. Mais ce n'était pas la sécurité de l'hôpital. C'était un groupe de 4 hommes. Ils étaient plus âgés, vêtus de vestes de motard en cuir, la pluie ruisselant sur leurs épaules. Ils avaient l'air dangereux. Mais Béatrice les regarda et sourit. C'était le club de motard local VFW, la vieille garde. Earl, le vétéran du Vietnam de la salle d'attente, était en tête. Il ne tremblait plus. Il tenait un démonte-pneus. « On a entendu dire qu'il y avait un problème », grogna Earl en entrant dans la pièce. Derrière lui se tenaient 3 autres hommes imposants, des vétérans de la guerre du Golfe, qui passaient leur journée à faire du bénévolat à l'hôpital. Ils virent les armes. Ils s'en moquaient. « Vous feriez mieux de ranger vos pistolets », a dit Earl en s'interposant entre Béatrice et le lieutenant. « À moins que vous ne vouliez expliquer à Dieu pourquoi vous avez tiré sur une infirmière dans une pièce remplie d'anciens combattants. » Silas a regardé Earl, puis Béatrice, puis son commandant qui hurlait. Il a lentement baissé son arme. Il l'a rangée dans son étui. « Retirez-vous, Reed, » a dit Silas calmement. « Mais monsieur, » a commencé Reed. « Je t'ai dit de te calmer, » aboya Silas. Il regarda Holloway avec dégoût. « Je ne vais pas mourir pour ce lâche. » Béatrix lâcha la bouteille d'oxygène. Elle se précipita vers le garçon et vérifia ses signes vitaux. « Tout va bien, » lui murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal. » Elle leva les yeux vers Earl. « Surveille la porte, Earl. Personne n'entre. Personne ne sort jusqu'à ce que la vraie police arrive. »« Oui, madame. » Earl répondit en croisant les bras. Holloway était toujours allongé sur le sol, serrant son bras cassé contre lui. « Tu es mort. » Il cracha sur Béatrice. « Tu as agressé un officier supérieur. Tu vas pourrir à Leavenworth. » Béatrice s'approcha de lui. Elle s'agenouilla, approchant son visage du sien. Elle n'était plus l'infirmière bienveillante. Elle était le diable incarné. « Tu ferais mieux d'espérer que j'aille en prison, commandant, » murmura-t-elle. « Parce que si je reste libre, je ferai de ma vie une mission pour m'assurer que tout le monde au Pentagone sache ce que tu as fait. Je vais déterrer tous les dossiers, tous les rapports, tous les témoins. Je vous arracherai votre grade de mon col, même si je dois le faire avec mes dents. » Elle se releva. « Maintenant, taisez-vous et saignez en silence. Vous mettez ma patience à rude épreuve. » Des sirènes retentissaient au loin, de plus en plus fort. La cavalerie arrivait, mais pour Holloway, la guerre était déjà perdue.
Le jeune Marine dans le lit. Le soldat Caleb Vance regardait Béatrice les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas parler, mais il tendit à nouveau la main. Béatrice la prit. Il serra sa main. Merci. Mais la nuit n'était pas terminée. Holloway était brisé, mais les hommes comme lui avaient des relations. Les hommes comme lui avaient des avocats. Et alors que la police se précipitait pour menotter tout le monde, Béatrice savait que la bataille la plus difficile ne faisait que commencer. Elle avait démasqué un monstre. Mais les monstres ont le don de riposter depuis l'ombre. Les lumières fluorescentes de la salle d'interrogatoire du 4e commissariat étaient spécialement conçues pour que les gens se sentent petits. Elles émettaient un bourdonnement grave et lancinant qui semblait vibrer dans le crâne de Béatrice. Elle était assise là depuis 6 heures. Ses mains n'étaient plus menottées, mais ses poignets lui faisaient encore mal à cause du métal. Il lui avait pris ses lacets et sa ceinture. Procédure standard pour un délinquant violent. La porte s'ouvrit et le détective Miller entra. C'était un homme à l'air fatigué, avec des taches de café sur sa cravate, pris au milieu d'un cauchemar de juridiction civile militaire. Il posa un épais dossier sur la table métallique. « Mademoiselle Connor » soupira Miller en s'enfonçant dans le fauteuil en face d'elle. « Nous avons un problème. »« J'imagine que oui, » dit Béatrice d'une voix rauque. Elle n'avait pas bu d'eau depuis son séjour aux soins intensifs, étant donné que j'ai empêché un meurtre et que c'est moi qui suis en cage. « C'est votre version, » dit Miller. La version du commandant Holloway est très différente. Il affirme que le patient, le soldat Caleb Hayes, avait une crise d'épilepsie. Il affirme qu'il lui administrait les premiers secours. Et puis vous, souffrant de ce que ses avocats appellent un épisode d'hystérie induite par le syndrome de stress post-traumatique, vous l'avez attaqué avec une arme mortelle. Vous lui avez brisé le cubitus et le radius. Il est en chirurgie en ce moment. Béatrice rit avec humour. Une hystérie induite par un syndrome de stress post-traumatique. C'est créatif. Ils ont des déclarations, Béatrice prévint Miller. De ses assistants, le sergent Reed a déclaré que vous étiez agressif dès leur arrivée. Il dresse le portrait d'une vétérane amère et instable qui a craqué. Et le lieutenant Silas, demanda Béatrice d'un ton sec. Qu'a-t-il dit? Miller hésita. Il baissa les yeux vers ses notes. Le lieutenant Silas a refusé de faire une déclaration pour l'instant. Il invoque le 5e amendement. Béatrice acquiesça lentement. Silas, le jeune officier qui avait baissé son arme, c'était le maillon faible. Il avait une conscience. « Inspecteur, vérifiez la seringue, » dit Béatrice. « J'ai dit aux officiers de la mettre dans un sac. »« C'est fait, » répondit Miller. « Mais voici le rebondissement. Le rapport du laboratoire est arrivé il y a 1 heure. La seringue contenait une solution saline. » Béatrix sentit son sang se glacer. « Quoi? Une solution saline? » répéta Miller. « De l'eau salée, inoffensive. » Béatrice fixa le mur. Holloway était plus intelligent qu'elle ne le pensait. Il les avait échangés. Ou il avait emporté un leurre. Si la seringue était inoffensive, sa défense s'effondrait. Elle avait cassé le bras d'un officier supérieur pour avoir essayé d'hydrater un patient. Il l'a échangé, murmura Béatrice. Quand il est tombé, ou Reed l'a fait avant que les policiers ne sécurisent la pièce. Je ne peux pas le prouver, dit Miller doucement. Béatrice, le procureur, parle d'accusation, d'agression avec une arme mortelle, de coups et blessures, d'entrave à la justice, et l'armée nous met la pression. Ils veulent vous traduire en cour martiale, mais comme vous êtes désormais un civil, ils font pression pour que vous soyez poursuivi au niveau fédéral. La porte sonna et s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un policier. C'était le général Silas Stone. Il ne portait pas son uniforme bleu. Il portait une tenue de combat. Les manches retroussées, il semblait prêt à se battre. Il entra dans la petite pièce et la pression atmosphérique sembla changer. Le détective Miller se leva instinctivement. « Général Stone, » balbutia Miller, « je n'ai pas été prévenu. »« Laissez-nous, » ordonna Stone. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Miller attrapa son dossier et se précipita hors de la pièce. Stone regarda Béatrice. Il ne lui offrit pas sa pitié. Il lui offrit son respect. Il tira la chaise et s'assit. « Vous avez une mine affreuse, Doc, » dit Stone doucement. « Vous devriez voir l'autre type. » Béatrice esquissa un faible sourire. « Je l'ai vu, » dit Stone d'un ton sinistre. « J'ai rendu visite à Holloway dans l'aile VIP de la salle de réveil. Il donne déjà des interviews en jouant le héros blessé. Il a un sénateur en numérotation rapide B.
Il présente cela comme une attaque contre l'armée par un système VR défaillant. La seringue a été échangée. Sileuse, dit Béatrice en se penchant en avant. Il allait utiliser de la succinylcholine. J'ai vu l'étiquette. Je te crois, dit Stone. Mais le prouver est une autre affaire. Holloway a fait le ménage. Ses dossiers sur l'opération en Syrie sont classés secret défense. L'équipe d'extraction a été réaffectée en Alaska. Il enterre la vérité. Et le garçon, demanda Béatrice, le soldat Hayes. Le visage de Stone s'assombrit. Il est vivant, mais il est dans un coma artificiel. Les médecins de Holloway ont déclaré que le stress de l'attaque l'avait déstabilisé. Ils l'ont mis sous sédatif. Tant qu'il dort, Holloway est en sécurité. Béatrice frappa du poing sur la table. Il va le tuer, Silas. Si Hayes se réveille, Holloway est fichu. Holloway fera en sorte qu'il ne se réveille jamais. Une embolie ou un arrêt cardiaque au milieu de la nuit. Stone acquiesça. Je sais. C'est pourquoi j'ai 2 Marines de la Force Recon postés devant la porte de Hayes en ce moment même. Je leur ai dit que si quelqu'un d'autre que toi ou moi essayait d'entrer dans cette chambre, ils devaient en tirer pour tuer. Béatrice expira, les épaules affaissées. Et maintenant, je vais aller en prison. Non, dit Stone. Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Je vais faire appel à un marqueur. J'ai parlé au secrétaire à la marine. Nous invoquons l'article 32, une audience préliminaire. Mais nous allons agir rapidement et nous allons le faire publiquement. Si Holloway veut se battre, nous lui donnerons satisfaction. Mais B, tu dois savoir à quoi tu t'exposes. Holloway n'est pas seulement un lâche, c'est un enfant chéri. Son père est un entrepreneur dans le domaine de la défense. Si tu rates ton coup, tu perdras tout. Ta pension, ta licence d'infirmière, ta liberté. Béatrice regarda son bras tatoué. Elle repensa au jeune garçon qu'elle avait mis dans des sacs mortuaires à Fallujah. Elle repensa à la peur dans les yeux de Caleb Hayes. « Je ne rate jamais mon coup », dit Béatrice. Le rebondissement. 3 jours plus tard, l'audience commença. Ce n'était pas une salle d'audience standard. Elle se déroulait dans une salle de conférence sécurisée de la base navale voisine, transformée en tribunal. La salle était bondée, remplie de journalistes, de hauts gradés de l'armée et d'un nombre surprenant de civils. Le club de motards Old Guard s'était rassemblé devant les portes avec des pancartes en soutien à Nurse Bear. Holloway était assis à la table du plaignant, le bras dans une écharpe sophistiquée, l'air solennel et digne. Son avocat était un requin nommé Sterling, un homme qui coûtait $1000 de l'heure. Béatrice était assise avec un avocat commis d'office et un avocat militaire désigné par Stone. Les 2 premières heures ont été un massacre. Sterling a démoli la personnalité de Béatrice. Il a ressorti d'anciens rapports disciplinaires de l'hôpital, des moments où Béatrice s'était disputée avec des médecins ou avait enfreint les règles pour aider des patients. Il l'a dépeinte comme une personne imprévisible. Puis Holloway a pris la parole. Il était convaincant. Il a parlé du chaos des urgences, de son inquiétude pour sa subordonnée et du choc d'avoir été attaqué par une femme désorientée. Il a même versé une larme en parlant de son inquiétude pour la santé mentale de Béatrice. « Je ne lui en veux pas », a déclaré Holloway doucement dans le micro. « La guerre laisse des cicatrices sur nous tous. Je veux juste qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin. » Les membres du tribunal, 3 officiers supérieurs, semblaient compatissants. La situation semblait compromise. Puis ce fut au tour de la défense. L'avocat de Béatrice, le capitaine Ross, se leva. « Nous avons appelé le lieutenant James Silas à la barre. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Holloway tourna brusquement la tête vers le fond de la salle. Il ne s'attendait pas à cela. Silas entra. Il ne portait pas son uniforme. Il était en jeans et chemise boutonnée. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Il prêta serment. Il s'assit. Il ne regardait pas Holloway. Le lieutenant-capitaine Ross commença. « Vous étiez présent aux urgences. Parlez-nous de la seringue. » Objection. C'est de la spéculation. Le rapport de police a confirmé qu'il s'agissait de solution saline. « Rejeté, » dit le juge principal. « Répondez à la question. » Silas prit d'une profonde inspiration. Le commandant Holloway transporte une trousse médicale personnelle. Ce n'est pas un équipement standard. Avant d'entrer à l'hôpital, il m'a demandé de garder une pochette supplémentaire. Il a dit que c'était des fournitures de secours. « Et avez-vous regardé dans la pochette? »« Oui, » murmura Silas. Après l'incident, quand tout le monde était distrait, « Et qu'avez-vous trouvé? » Silas fouilla dans sa poche et en sortit un petit sac en plastique scellé. À l'intérieur se trouvait un flacon.
J'ai trouvé le flacon de solution saline. Silas a dit que le seau était brisé. Il avait rempli la seringue avec la solution saline avant que nous entrions dans l'unité de soins intensifs. Il avait prévu de la remplacer. La salle s'est enflammée. Holloway s'est levé. Il ment. Il est mécontent parce que je l'ai sanctionné pour insubordination. Asseyez-vous, commandant. Le juge a rugi. Le lieutenant Ross a continué, haussant le ton. Pourquoi le commandant voudrait-il nuire au soldat Hayes? Silas leva les yeux. Des larmes coulaient sur son visage. À cause de la série, nous n'avons pas été pris dans l'embuscade. Le commandant a paniqué. Nous étions sous un feu léger. Il a ordonné une frappe aérienne sur notre propre position pour couvrir sa retraite. Il a appelé cela un danger proche. Il a sacrifié l'escouade pour créer une diversion afin de pouvoir atteindre le point d'extraction. Un cri de stupeur a déchiré la salle. Ce n'était plus seulement une agression. C'était un crime de guerre. Hayes était le radio. Silas sanglotait. Hayes avait entendu l'ordre. Il avait essayé de l'annuler. Holloway avait tiré sur la radio. Puis il les avait laissés mourir. Holloway devenait violet. C'est de la fantaisie. Où sont les preuves? Où est-ce l'enregistrement? La radio a été détruite. La radio a été détruite. Une nouvelle voix retentit au fond de la salle. Tout le monde se retourna. Les portes s'ouvrirent. Le général Stone se tenait là, et à côté de lui, au couchement, poussant un fauteuil roulant, se trouvait Jenny, la collègue de Beata Trick. Dans le fauteuil roulant était assis le soldat Caleb Hayes. Il était pâle, relié à une bouteille d'oxygène portable, mais il était éveillé et tenait un petit appareil abîmé. « Soldat Hayes, » annonça le général Stone, « permission d'approcher le tribunal. »« Accordé, » dit le juge, l'air stupéfait. Hayes se dirigea vers l'avant. Il s'arrêta juste devant Holloway. Le commandant regarda le garçon qu'il avait tenté de tuer et pour la première fois, une véritable terreur envahit son regard. Hayes éraillé brandit l'appareil, un enregistreur audio standard utilisé par les opérateurs radio de reconnaissance. Il enregistre indépendamment de l'unité de communication. Il dispose d'un disque dur localisé. Il appuya sur un bouton. Des parasites envahirent la salle d'audience silencieuse, puis des bruits de coupe de feu, puis la voix de Holloway. Crystalline. Eagle One, assis Holloway. Appelez les renforts. Coordonnées 34 Nord, 12 Est, effet immédiat. Puis la voix de Hayes, jeune et paniqué. Monsieur, c'est sur nous. L'escouade est toujours dans la zone de tir. Vous allez nous anéantir. La voix de Holloway à nouveau. Je m'en fiche, j'ai besoin de fumée et de débris. Couvrez ma sortie. C'est un ordre. Un coup de feu, le bruit du métal qui se brise, puis le silence. L'enregistrement s'est terminé. Le silence dans la salle d'audience était plus lourd que n'importe quel barrage d'artillerie. Tous les Marines présents dans la salle fixaient Holloway avec un regard de pure et simple répulsion. Sacrifier des hommes est une tragédie. Les tuer pour sauver sa propre peau est le péché ultime. Holloway s'est affalé sur sa chaise. Son avocat, Sterling, commença lentement à ranger sa mallette. Il la ferma, s'éleva et s'éloigna de la table, laissant Holloway seul. « Commandant Holloway, » dit le juge, la voix tremblante de colère. « Vous êtes par la présente déchu de tous vos grades et privilèges, avec effet immédiat. Vous êtes placé en détention provisoire sous la garde du maître d'armes. Vous serez traduit devant un tribunal militaire pour meurtre par lâcheté et tentative de meurtre. Que Dieu ait pitié de votre âme, car le corps des marines des États-Unis n'en aura pas. » 2 policiers militaires s'avancèrent. Ils ne firent pas dans la dentelle. Ils saisirent Holloway par son bras valide et son bras cassé. Il hurla lorsqu'ils le tirèrent vers le haut, mais personne ne broncha. Ils le traînèrent hors de la pièce, ses pieds traînant sur le sol. Une honte en pleurs, brisée. Les conséquences. La pluie avait enfin cessé. Le soleil perçait à travers les nuages à l'extérieur de l'hôpital Oak Haven, VA. Béatrice sortit par la porte principale du bâtiment du tribunal naval. Elle respira profondément l'air frais. Il avait le goût de la liberté. Elle se retourna. Caleb Hayes était assis dans son fauteuil roulant près du fourgon qui l'attendait. Le général Stone se tenait à côté de lui. Béatrice s'approcha. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux du jeune marine. « Ça va, Caleb ?» demanda-t-elle. Caleb la regarda. Il tendit la main et toucha le tatouage sur son bras, le crâne et le caduceus. « Tu m'as sauvé, » dit Caleb à 2 reprises.
C'est le rôle des docs. Béatrice sourit, les yeux plissés. Je vais être réformé, dit Caleb. Pour raison médicale, mes poumons, ils ne me laisseront pas rester dans l'infanterie. Il y a d'autres façons de servir. Béatrice dit, tu es un combattant, Caleb. Le monde a besoin de combattants. Le général Stone s'avança. Il posa une main sur l'épaule de Béatrice. Les charges retenues contre vous ont été abandonnées sans préjudice, dit Stone, et l'administration des anciens combattants. Disons simplement qu'ils ont soudainement changé d'avis au sujet de votre statut professionnel. Vous n'êtes plus seulement l'infirmière en chef. J'ai tiré quelques ficelles. Tu es désormais directrice de la défense des patients vétérans pour tout le district. Fini la paperasserie, c'est toi qui diriges. Béatrice a ri. Tu veux dire que je vais pouvoir crier sur les administrateurs de manière professionnelle? Je ne vois personne de mieux pour ce poste. Stone a souri. Béatrice a regardé le parking. La vieille garde était là. Earl faisait vrombir sa Harley quand ils ont vu ses 50 motards lever le poing en signe de solidarité. Elle a regardé Caleb. « Il est parti, Caleb, dit-elle. Holloway, il ne fera plus jamais de mal à personne. » Caleb acquiesça. Un poids semblait avoir été retiré de ses épaules étroites. « Merci, Doc. Appelez-moi B, dit-elle. Elle se leva, lissant sa blouse qu'elle avait insisté pour porter sous sa veste. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, messieurs, mon service commence dans 1 heure et j'ai l'impression que la salle d'attente est pleine. » Elle s'éloigna, boitant à peine, la tête haute. Une héroïne, non pas à cause des médailles qu'elle gardait dans un tiroir ou du tatouage sur sa peau, mais parce que lorsque la tempête s'est abattue, c'est elle qui a refusé de bouger. Elle était le quai du diable, et elle était en service. Et c'est ainsi qu'une infirmière oubliée, avec un travail ennuyeux, a fait tomber l'un des hommes les plus puissants de l'armée. Cela nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le grade sur votre col ou le volume de votre voix. Elle réside dans votre caractère. Elle réside dans le courage discret de vous interposer entre les innocents et les loups, même lorsque vous êtes seul. Le commandant Holloway pensait qu'il était intouchable, mais il a oublié la leçon la plus importante du noyau Fidelis. Toujours fidèle. Béatrice Connors a gardé la foi et, au final, justice a été faite. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les héros sont partout. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire sur le karma, la justice et la survie. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.